façon de pousser quelqu'un au burn-out, c'est de lui donner toujours plus de travail, sans lui donner les moyens de le faire, sans que ce travail soit valorisé, valorisant, etc. Donc, cette forme de harcèlement conduit sûrement, lentement mais sûrement, au burn-out, c'est-à-dire le moment où la personne explose en vol. Voilà, donc je vais commencer par quelques petites données quantitatives et puis on va entrer dans le vif du sujet et je vous présenterai les intervenants. Avez-vous une idée du nombre d'affections psychiques en rapport avec le travail recensées par l'assurance maladie en 2016? Avez-vous idée? Non? 10 000 affections psychiques en relation avec le travail reconnues par l'assurance maladie dans une branche qui s'appelle accident du travail et maladies professionnelles. C'est une branche particulière de l'assurance maladie. Et cet organisme dit qu'il faudrait ajouter environ 10 000 cas supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance, mais qui ont été quand même signalés. Voilà. Donc on arrive à 20 000 cas d'affection psychique sur une année, c'est-à-dire 3,2% des accidents du travail. Donc ça ne paraît pas beaucoup. En France ou dans la région? Non, en France. Et ça a coûté 230 millions d'euros à l'assurance maladie. Voilà. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que ces chiffres, même s'ils augmentent moins vite qu'avant, ils continuent à augmenter, plus 1,6% en un an, vous voyez, pour les affections psychiques. Et psychique, très difficile à démontrer, vers au certificat médical initial, le CMI, qui est établi par un médecin. Donc c'est le certificat qui fait foi. Du coup, la reconnaissance des affections psychiques est à un taux de 70%, alors que la reconnaissance des autres accidents, 93%. Donc on est en dessous. Il y a quand même pas mal de rejets de la reconnaissance. Donc, au sein de ces affections, la part des dépressions est majoritaire. Alors, dépression, troubles anxieux, état de stress post-traumatique, on va reprendre tout ça tout à l'heure. Si on regarde le profil des gens atteints, ce sont plus souvent des femmes, autour de 40 ans, dans des métiers d'employés, mais aussi ce sont des cadres. Et ça, on le sait moins. Les cadres sont victimes de burn-out et nous, en souffrance au travail, on en voit beaucoup. Qu'ils soient issus de l'entreprise privée ou cadres de la fonction publique. Et en particulier, la fonction publique territoriale. On a beaucoup de consultants de la fonction publique territoriale, mairie, conseil général, conseil régional, agglo, on dit plus agglo, métropole, pardon. Voilà. Un public et un public difficile, soit que ce soit un public qui souffre, soit qu'il soit dépendant, soit qu'il soit exigeant, revendicateur, etc., revendicatif. Donc c'est le secteur médico-social qui est le plus touché par les affections psychiques des soignants. Après, on trouve le secteur du transport des personnes, donc tous les conducteurs, bus, etc. Enfin, le secteur du commerce de détail, et ça on le sait moins. Ces trois secteurs à eux seuls représentent la moitié des affections psychiques liées au travail. Et on remarque que les trois sont en lien avec le public. Vous voyez, donc ça accroît la probabilité de tomber malade. Donc, moi, je me suis, pour continuer en étant le plus objectif possible, j'ai consulté un site que je vous recommande, c'est le site de la DARES, D-A-R-E-S,
La DARES, c'est un organisme indépendant qui dépend du ministère du Travail, qui travaille avec Pôle emploi, mais qui est indépendant du gouvernement dans ses publications. Donc c'est vraiment une voie officielle. Donc DARES, ça veut dire Direction de l'animation, de la recherche et des études statistiques. Et donc la DARES, tous les 3 ans, elle fait soit une enquête conditions de travail, soit une enquête risques psychosociaux. C'est sa nouvelle mission, elle est récente, elle est obligée d'enquêter sur les risques psychosociaux. Donc, qu'est-ce qu'elle a, par exemple, concernant le burn-out, je vous donne les grandes têtes de chapitre. J'aimerais bien avoir le temps de vous donner le détail, mais je vais surtout laisser la parole à mes collègues de la table ronde. Donc, dans les grandes causes du burn-out, ce sont les contraintes sur le rythme du travail qui viennent en premier. Donc, travailler dans l'urgence, avoir des contraintes de vigilance, avoir des normes de production extrêmement dures, devoir se dépêcher toujours, avoir une charge mentale, c'est-à-dire abandonner une tâche pour en commencer une autre parce qu'elle est plus urgente. Voilà, ça c'est les contraintes dans le rythme du travail. Deuxième point, alors par exemple, 48% des salariés disent qu'ils ont ce genre de contraintes. Vous voyez, c'est beaucoup. Deuxième point qui est étudié par la DARES, l'autonomie dans le travail. Donc, l'autonomie, les marges de manœuvre des salariés sont en baisse. Et c'est la DARES qui le dit, et pour toutes les catégories socio-professionnelles. Alors, les gens se plaignent des normes, des standards, des obligations de travailler avec les normes de qualité, etc. Vous voyez, ça alourdit le travail administratif. Et ils ont de moins en moins la possibilité d'atteindre les objectifs fixés en les choisissant eux-mêmes. Et également, ils ont de moins en moins la liberté de pouvoir faire varier les délais fixés ou de demander à ne pas avoir de délai. Voilà. Donc ça, c'est l'autonomie dans le travail qui est en recul. La monotonie du travail est un élément de burn-out. Donc on sait que répéter continuellement la même série de gestes ou d'opérations, c'est usant, c'est démoralisant. Et ça concerne, alors là j'étais absolument étonnée, la monotonie, 43% des salariés se plaignent de monotonie. Il y a ensuite les horaires contraignants, donc je vais passer. Et comme l'a dit, oui, la charge mentale des conflits de valeurs entre celles qu'on possède et celles qui sont affichées par l'entreprise, les conflits éthiques, faire des choses contre ses convictions profondes, et avec la charge mentale des conflits éthiques, on met aussi l'insécurité. Alors, dans la charge mentale, on trouve toujours les critères d'ARES, ne pas être reconnu pour son travail. Ça, c'est une grosse souffrance et c'est un point extrêmement sensible. Voilà. Donc, on a aussi organisation et relations sociales. Donc, les gens se plaignent de recevoir des ordres contradictoires, ils sont 44,7%. C'est très difficile d'avoir en permanence des ordres et des contre-ordres, le chef et puis le sous-chef qui dit autre chose, etc. Ça fait une grosse charge mentale, on ne sait plus quoi faire. Donc atteindre des objectifs chiffrés précis, donc c'est souvent ce qui fait l'objet des évaluations annuelles et individuelles, hein, dont on a un peu parlé ce matin, etc. Et alors après, on trouve les tensions.
dans les rapports, avec les collègues, avec le supérieur hiérarchique, avec la possibilité de coopérer, avec est-ce qu'on a assez de collaborateurs, est-ce qu'il y a des discussions collectives sur l'organisation du travail, est-ce qu'on est en tension dans les contacts avec le public, est-ce qu'on est en contact avec des personnes en situation de détresse, est-ce qu'on doit calmer les gens, vous voyez? Donc tout ça, c'est les chapitres que la DARES étudie et qui conduisent à... Elle ne prononce pas le mot burn-out, mais qui tracent les causes du burn-out. Et elle fait la même chose pour... non, alors j'ai oublié quelque chose d'important dont Madame Linard a parlé ce matin, c'est l'impact des changements. Alors les changements produisent le burn-out. Quand ils sont trop violents, trop imprévus dans l'organisation du travail, ou simplement dans les techniques utilisées, changement de logiciel, on en a parlé ce matin, au total, 41% des salariés interrogés en 2016 ont vécu au moins un changement important dans leur travail. Ces changements sont associés à une plus forte intensité du travail, et ils augmentent la probabilité d'un comportement hostile. Et là, on va basculer sur le versant du harcèlement. Alors, les comportements hostiles, la DARES aussi, moi je me dis, c'est incroyable, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Comment ça se fait que ça ne bouge pas plus? Alors, oui. Alors, par exemple, il faut passer un questionnaire aux personnes qui disent « je suis malade du harcèlement ». Et il y a 10 questions. Je vous les lis rapidement et je m'arrête là. Est-ce qu'on vous ignore? Est-ce qu'on fait comme si vous n'étiez pas là? Est-ce qu'on vous empêche de vous exprimer? Est-ce qu'on vous ridiculise en public? Est-ce qu'on critique injustement votre travail? Est-ce qu'on vous charge de tâches inutiles ou dégradantes? Est-ce qu'on sabote votre travail? Est-ce qu'on vous empêche de le faire correctement? Est-ce qu'on laisse entendre que vous êtes mentalement dérangé? Est-ce qu'on vous dit des choses obscènes ou dégradantes? On a vendredi à la permanence de l'association, on a eu un témoignage, une remarque, mais d'une obscénité totale entre un chef de service et son employé. Est-ce qu'on vous fait des propositions à caractère sexuel de façon insistante? Est-ce qu'on vous fait des bagues blessantes ou de mauvais goût? Est-ce qu'on se moque de vous? Voilà, et quand on a regardé cette liste, on a tous les modes d'entrée dans le harcèlement. Sachant que, comme on l'a dit, le harcèlement, c'est une action répétée, intentionnelle, en vue de nuire et de... Voilà. Voilà, j'ai encore des tas de choses à vous dire, mais je vais plutôt vous présenter la table ronde. Donc, nous aurons 2 médecins, Dr Rissy, qui est à ma gauche, qui est médecin généraliste à Montpellier, et qui a des tas de choses à vous dire sur la souffrance au travail. Dr Rossi, qui elle est médecin du travail à l'EPALS. Donc ce matin, on vous a parlé de la METRA. La METRA, c'est un groupement de santé au travail qui concerne le tertiaire. Et vous, c'est l'industrie. Voilà, d'accord? Mais c'est le même genre d'organisation. Voilà. Alors, ensuite, nous devions avoir un médecin psychiatre, malheureusement, elle est souffrante. Et je remercie cette fille, Marie Legout, qui n'est pas psychiatre, mais qui travaille en étroitement avec sa mère psychiatre, et qui, elle, est psychologue et victimologue, et qui reçoit beaucoup de gens en souffrance au travail. Et enfin, on va glisser un peu vers le volet non médical, et je vous présente Martine Cassantino, qui est secrétaire d'un CHSCT d'un grand groupe que vous connaissez, Lidl. Voilà.
Et Martine va nous raconter le rôle d'alerte, etc. des CHSCT quand arrivent jusqu'à eux les plaintes de souffrance psychique. Et enfin, Maître de Rudnicki, notre avocate, membre de l'association, va recadrer un peu ce qu'on peut faire dans les cas de ces deux pathologies, harcèlement et burn-out. Voilà. Donc, docteur ici, c'est à vous. Allez. Vous m'entendez? Oui. Non. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Moi, je suis médecin généraliste depuis à peu près 15 ans, installée, enfin, pas installée, mais vous ne m'entendez pas? Il faut parler plus près du micro. Plus près du micro. Voilà, depuis environ 30 ans, donc, je pratique ce métier. Il y a une trentaine d'années, j'avais à peu près 1 à 2 patients par an qui venaient me voir pour des problèmes du travail. C'était souvent des problèmes de relations supérieures, entre collègues. Actuellement, j'ai 9 patients qui sont en souffrance et j'en ai oublié un, donc j'en ai 10. Ça fait un peu plus d'1% de ma patientèle. Sur ces 9 patients, donc 8 sont des patientes, effectivement. Il y a 6 cadres. Donc il y a une patiente qui a été carrément mise en invalidité. Donc elle a d'abord présenté, elle est venue pour elle n'allait pas bien, elle a été arrêtée pour souffrance au travail. Enfin, le diagnostic harcèlement burn-out n'est pas toujours. D'abord, vous n'avez pas le droit de Voilà. déclarer burn-out sur vos... Tout à fait, sur les certificats. Donc voilà. Donc elle vient pour un problème de souffrance au travail. Elle a été arrêtée 1 année, je crois. La psychiatre m'avait téléphoné en me disant cette dame ne doit pas reprendre, elle est en danger sur son lieu de travail. Bon, elle a fini par reprendre à peu près 1 an. Et donc au bout d'1 an, elle a été à nouveau arrêtée pour les mêmes raisons. Et donc là, elle est en invalidité. Donc elle travaille plus. À 56 ans, sa capacité de travail a été détruite. Voilà. Au revoir, madame. La deuxième, c'est une patiente aussi, donc elle, c'était un problème de harcèlement par un supérieur hiérarchique qui est arrêté depuis plusieurs années maintenant. Il n'a toujours pas repris son travail. Une autre patiente, après 10 mois d'arrêt, vient de reprendre son travail. Donc cette dame, elle a eu de la chance, je dirais, on lui a trouvé un autre poste. Donc elle a pu aller mieux, et là elle vient de reprendre son travail, bon c'est tout nouveau, donc pour l'instant ça va bien. Une autre patiente qui est venue me voir il y a 1 mois à peu près, donc qui n'allait pas bien du tout, je l'ai arrêtée, au bout de 3 semaines elle est venue me voir, elle me dit maintenant je veux reprendre, je ne supporte pas d'être en arrêt de travail, je veux retourner de toute façon ça ne change rien. Elle est allée voir ses supérieurs qui lui ont dit ben, pas grand chose pour vous, oui on entend, vous êtes en souffrance, mais voilà. Donc elle a repris, donc je ne l'ai pas repris là. Une patiente qui a refusé d'être arrêtée. Et j'en ai 4 donc, qui sont en arrêt depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, oui, même certains un peu plus d'1 an. Et donc la plupart, à part la patiente qui en arrêt depuis plusieurs années, c'est vous avez parlé, enfin elle n'est plus là, Madame Ménard peut-être, mais d'harcèlement environnemental, voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas un rapport hiérarchique, hein, c'est l'institution, l'entreprise qui dysfonctionne. Les gens me disent j'ai pas de problème avec mes collègues, avec mes supérieurs, qui eux aussi, me semble-t-il, sont en souffrance, mais voilà, ça va pas. Donc, sur ces 9 petits patients, parce que je me souviens de 9 personnes, il y en a 7 qui sont sous antidépresseurs depuis plusieurs mois, plus ou moins somnifères, plus ou moins anxiolytiques. 7 ont eu des consultations spécialisées avec des psychiatres ou des psychologues. Voilà, donc ça c'est un peu le tableau. Comment ça se présente? Je trouve que c'est intéressant parce que, en général, quand les gens viennent, la plupart, pas tous, hein, mais ils viennent pas parce qu'ils sont en souffrance au travail, ils viennent parce qu'ils sont fatigués. Ils ne comprennent pas, je suis fatiguée, j'aimerais bien avoir un bilan, donnez-moi des vitamines, je ne sais pas ce que j'ai. Et bon, en général, ils sont quand même assez repérables, hein, parce que bon, j'ai un peu l'habitude, malheureusement. Donc parfois, même quand ils sont dans la salle d'attente, je me dis, oulala, ça n'a pas l'air d'aller du tout. Donc je leur pose rapidement la question, bon, ils travaillent, ça se passe comment? Et alors là, c'est l'effondrement, ils se mettent à pleurer, voilà. En
faire, on pointe du doigt ce qu'il n'y a pas. Donc, je leur propose un arrêt de travail. Souvent, une fois sur 3, hein, ils sont surpris. Ah, mais vous allez m'arrêter? Je pense que vous êtes en souffrance au travail, il ne faut pas aller au travail maintenant, il faut voir comment vous pouvez faire face à ça, s'il y a des solutions, avoir un suivi, un traitement, etc. Et donc, je les arrête souvent pour une quinzaine de jours, je les revois, et quand je les revois, ils me disent effectivement, depuis 2-3 jours, je suis stressée à l'idée d'y retourner, je me dis, oh là là, vous n'allez pas y retourner, de toute façon, il faut prolonger, parce que bien sûr qu'il faut plus de temps que ça, et puis il faut voir ce qu'on peut faire. Voilà, donc tout ça pour dire que les gens qui viennent, ce n'est pas des tirs au flanc, hein, c'est des gens qui sont consciencieux, qui veulent bien faire leur travail, mais qui n'y arrivent pas, pour les raisons que vous avez énoncées, hein, des ordres contradictoires, pas de sens à ce qu'ils font, vraiment, enfin, et ils sont dans la culpabilité, je suis nulle, j'y arrive pas, vraiment une dévalorisation de leur travail, de ce qu'ils sont réellement, une grande culpabilité. Alors moi, je pourrais dire, ce que je dis en tant que médecin, c'est que c'est une véritable épidémie. Et 20% de ma clientèle, je trouve que ça fait beaucoup. C'est pas on parle beaucoup de la rougeole, mais ça fait beaucoup plus qu'une rougeole. Voilà. Et donc c'est un coût humain et économique. Et je suis surprise, donc j'ai posé ce matin la question, mais enfin, c'est un coût. Je suis étonnée, moi, qu'il n'y ait pas de réaction, justement, par rapport à ce que ça coûte, tous ces arrêts de travail. Les médecins de la CPAM, donc qui, avant 2011, hein, je crois, France Télécom, c'était 2009-10, non, France Télécom. Quand les gens, oui, enfin, quand les gens étaient arrêtés pendant longtemps, pendant un certain temps, ils leur disaient, bon, maintenant, il faut leur retourner au travail, quand même. Bon, ça, on l'entend plus. Hein. Les médecins du travail, ils disent, d'accord, voilà, on comprend. Etc. Mais la sécurité sociale, oui. Oui, à la sécurité sociale. Voilà. Et mais voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui se fait. Enfin, donc moi je me dis, enfin, ça me surprend quand même. C'est le véritable problème. C'est ça. Docteur, qu'est-ce que vous écrivez sur l'ordonnance? Sur le certificat, votre diagnostic. moi je mets état, alors général, c'est un essai effectivement, c'est anxiété généralisée, en rapport avec des problèmes de travail, ou quand c'est avec des problèmes, si c'est la formule que je mets. Il m'arrive de mettre sur le menage professionnel. Parce que le médecin conseil, il est apparemment à un niveau supérieur au vôtre, dans la mesure où il arrive à contredire votre diagnostic en disant que la personne qui est en arrêt de travail, son état n'est pas... n'est pas... Oui. Oui, mais Pascal, tu peux continuer, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, mais si on laissait voilà. les questions pour après... Non, mais ouais, c'est vrai que c'est bien d'en parler maintenant, parce que c'est un... Ouais, non, mais la question qui se pose, c'est celle de savoir pourquoi le médecin conseil, qui est un médecin aussi, hein, il a la même formation que vous, il a prêté le même serment que vous, il vient derrière vous dire que votre diagnostic n'est pas bon et que la personne, son état n'est plus médicalement si, c'est ça qu'on justifié. Non, mais attends. Quand on reçoit, nous, les décisions du médecin conseil, votre état n'est pas médicalement justifié. Donc, on suspend les IJ à compter de cette date. C'est ça le problème. Oui, ça voilà. Aussi, hein, justement, j'ai une question. Vous êtes médecin, vous avez eu des patients justement qui présentent un état de souffrance au travail. Attendez, on n'entend rien. Je vais poser la question, vous allez pouvoir entendre. Vous êtes médecin, vous recevez des patients justement qui viennent pour souffrance au travail. À quel moment vous évaluez l'arrêt de maladie, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle? Quels sont pour vous les indicateurs qui vont faire que vous allez plutôt mettre l'agent en arrêt, maladie ordinaire, plutôt que de faire une déclaration d'accident de travail ou de maladie professionnelle, puisqu'il y a un parallèle avec les biens du travail et la souffrance au travail? À quel moment vous avez des indicateurs qui
amène plutôt à faire une déclaration d'accident de travail En fait, c'est deux plutôt questions. qu'une maladie ordinaire. Alors, enfin, moi, je suis sûrement très ignorante, hein, mais en tant qu'une déclaration d'accident de travail, j'ai eu le cas pour un patient donc, il y a quelques années. Donc, c'était effectivement un problème de harcèlement, donc je l'ai fait. Moi, je n'ai pas de déclaration d'accident de travail. Voilà. Vous avez un formulaire type qui vous pouvez distinguer entre l'arrêt de maladie ordinaire que de l'accident de travail. Vous avez deux types de formulaires à potentiellement remplir. Oui, mais si s'il n'y a pas de déclaration d'accident de travail, la personne, elle ne va pas recevoir ses indemnités. Si, déclaration faite par la victime. Oui. Donc ce monsieur... Après, il y a une enquête. À votre niveau, vous faites un constat. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe? Alors, à votre niveau, vous faites un constat. Non, mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne est payée? Oui, elle est payée en maladie ordinaire jusqu'à ce que justement le médecin conseil soit saisi et qu'il évalue, etc. Donc c'est là, peut-être qu'à un moment donné, le médecin généraliste ou le médecin spécialiste ou autre qui reçoit le patient, c'est là où moi je m'interroge, puisque dans ma profession justement je m'interroge sur les indicateurs qui amènent pourquoi la personne qui vient me rencontrer, alors qu'elle a fait constater par le médecin du travail sa souffrance, etc., qu'est-ce qui fait que le médecin à un moment donné ne se saisit pas des éléments recueillis par le patient pour faire une déclaration, enfin un arrêt d'accident de travail est libre après la procédure de se poursuivre. J'ai prévu de répondre à la question en fait, dans mon intervention. Peut-être vous aurez la main tout à l'heure et Oui, je suggère de laisser les questions pour après. Vous avez terminé? Bon, merci docteur. On va passer la parole à notre deuxième médecin et vous pourrez croiser les regards. D'accord, donc je reviens au micro, pas une grosse voix, mais je vais essayer de monter le volume. Donc je suis Dr Florence Roxy, je suis médecin du travail à l'EPAS, qui est le service de santé au travail de l'industrie. Voilà, nous avons 3 centres, à Latte, à Montpellier et à Castries. Sur l'industrie pour ce qui est du secteur de Montpellier et tout secteur professionnel pour l'Est et le Nord du département. Donc, au départ, vous m'aviez proposé de faire le point avec quelques chiffres, donc je ne vais pas vous embêter longtemps avec les chiffres, mais j'avais noté que Patrick Legeron, qui est psychiatre et pionnier de la lutte contre le stress au travail, soulignait en 2016, lors des débats de Rogip, que le premier danger au travail était le stress aujourd'hui. L'enquête Sumer de 2010 avait noté que 22% des salariés disaient avoir subi un comportement hostile au travail, pourcentage qui a augmenté puisque dans l'enquête que vous citiez de la DARES en 2016, ce chiffre est monté à 30% de salariés qui déclarent donc avoir subi des agissements hostiles. Dans le cadre des services de santé au travail du Languedoc-Roussillon, nous avions fait il y a quelques années une enquête sur les inaptitudes et les motifs des inaptitudes. J'ai ressorti ces jours derniers l'enquête de 2012 qui montrait que sur 2700 inaptitudes faites sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon, environ 420 étaient dues à des TMS et 400, donc juste un petit peu derrière, dues au risque psychosocial. Et les années qui ont suivi, Vous aurez peut-être préciser ce que c'est qu'une inaptitude. je vous expliquerai après ce que c'est qu'une inaptitude. Et donc du coup, les années qui ont suivi, 2013-2014, les FPS sont passés juste devant. C'est devenu donc la première cause d'inaptitude dans la région. Comme donc on a centré le débat sur le burn-out et le harcèlement, du coup, je pensais vous parler d'abord du burn-out, ensuite du harcèlement, avec quelques éléments, et ensuite en quoi le médecin du travail a un pouvoir d'action et une marge de manœuvre dans ces situations-là. Donc le burn-out, syndrome d'épuisement professionnel, n'est pas considéré comme une maladie à part entière dans les classifications internationales comme la CIM-10 ou le DSM-5. Et il est en fait décrit comme
un stress professionnel chronique avec une composante particulière en lien avec le vécu au travail. Notre collègue psychologue en parlera encore davantage plus que moi. Pour comprendre ce phénomène, moi quand j'ai découvert la description du syndrome général d'adaptation de Anseli, c'est un physiologiste qui avait décrit ça dans les années 30, ça m'a beaucoup éclairé pour comprendre ce qui se passe chez les personnes en fait, qui sont exposées à du stress au travail. Anseli donc, a décrit la réponse physiologique, humorale et endocrinienne de l'organisme soumis à des stresseurs. Donc, comme il était physiologiste, c'était des stimuli douloureux. Mais en fait, ces stresseurs peuvent aussi, dans le monde du travail, finalement, être vus comme toute situation hostile, difficile, pouvant mettre en danger l'individu sur le plan physique, psychique ou social. Donc ce syndrome général d'adaptation, il décrit 3 phases. La première phase qu'on appelle la phase d'alarme, où en fait l'organisme, il y a un choc, une tachycardie, on a tous ressenti ça dans le stress aigu. Ensuite l'organisme se ressaisit, avec une augmentation du tonus musculaire et de la glycémie, qui en fait a pour but de préparer le corps, l'organisme à fuir ou à lutter. Ensuite, il y a une phase, si les stresseurs se prolongent, une phase de résistance, où l'organisme mobilise des ressources, mais dans la durée. Et ce qu'on va observer à ce moment-là, c'est un état anxieux, parce que cette étape-là est très anxiogène, des troubles du sommeil. Il peut y avoir des troubles des conduites alimentaires ou des conduites addictives qui vont être soit en lien, soit aggravées par le travail. Et lorsque l'organisme a épuisé ses capacités d'adaptation et lorsque le sujet ne voit plus d'issue à sa situation, survient la phase d'épuisement. Et quand je vois arriver des personnes qui sont alors, soit dans la phase de résistance, parce que parfois elles viennent vers le médecin du travail à ce moment-là, quand elles sont encore dans la période de lutte, donc je leur explique ce processus. Et j'ai remarqué plusieurs fois que ça les aide en fait à prendre conscience de ce qui se passe pour elles du coup, ça explique aussi la fatigue dont vous parliez et l'épuisement qu'elles mettent à lutter dans cette situation. Et j'explique ça pour aussi passer sur la prévention secondaire, pour leur expliquer que si elles restent dans cet état-là, le risque, c'est effectivement la phase d'après, c'est-à-dire la phase d'épuisement. Donc le burn-out, cliniquement, va se manifester au niveau physique, comme vous l'avez bien dit. Donc le plus souvent, des troubles du sommeil, de la fatigue, effectivement, une fatigue qui n'est plus solutionnée par les temps de repos. Donc des troubles digestifs, des tensions musculaires, notamment des douleurs rachidiennes. Donc moi je le mets en lien avec l'augmentation du tonus musculaire liée à la phase de résistance. Et très souvent, effectivement, l'épuisement au travail, au départ, va parler sous la forme d'une grande fatigue, d'une grande lassitude, de douleurs rhumatologiques, cervicales, lombaires, voilà, de prise ou de perte de poids et de vertige. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait il y a quelques mois. Une personne, en fait, son stress au travail se manifestait quasiment exclusivement par des vertiges, qui étaient médicalement pas expliqués. En plus, donc, des problèmes physiques, on trouve des manifestations émotionnelles et psychiques, donc avec un manque d'entrain, baisse de morale, une humeur triste, un état anxieux, une irritabilité. Parfois c'est une hypersensibilité, parfois c'est une absence d'émotion, au contraire, parce qu'il y a donc un désinvestissement. Au niveau cognitif, le stress chronique, on sait que ça perturbe les connexions neuronales, donc on va avoir des troubles de la concentration, des troubles de la mémorisation, qui du reste, dans des contextes de stress chronique au travail, vont aggraver la situation, parce que du coup la personne est moins performante dans son travail, parce qu'elle est stressée, donc plus de risque d'erreur et plus après c'est un petit peu un cercle vicieux qui s'installe. Des manifestations comportementales avec un repli sur soi,
comportement possiblement agressif, qui est inhabituel, diminution de l'empathie, parce qu'en fait, comme la personne commence à être en souffrance, elle se coupe de son empathie. Et ça, on le voit notamment dans la souffrance des soignants, où ils sont moins empathiques vis-à-vis des gens qui soignent, parce qu'en fait, ils sont eux-mêmes en grande difficulté. Ressentiment, hostilité à l'égard des collaborateurs, comportement addictif. Et on voit aussi donc des manifestations motivationnelles avec un désengagement au travail, baisse de motivation, un effritement des valeurs aussi liées au travail, et un doute sur ses propres compétences. Souvent, quand la personne arrive dans cet état d'épuisement, elle ne sait plus si c'est elle qui va plus, si c'est l'organisation, si c'est... Il y a du coup une perte de confiance et une remise en cause de soi. Pour la psychologue sociale Christina Maslach, qui a beaucoup travaillé sur le burn-out, elle décrit ce processus sous la forme de 3 dimensions. L'épuisement émotionnel, le cynisme vis-à-vis du travail avec une déshumanisation, un désengagement, une indifférence, c'est-à-dire que l'individu devient négatif par rapport au travail, presque dur et détaché aussi. Et le 3e facteur, c'est la diminution de l'accomplissement au travail, avec dévalorisation de soi. Alors, que fait le médecin du travail, du coup, puisque c'est mon rôle, qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça? Donc déjà, le médecin du travail, comme tout médecin, est soumis au secret médical et est tenu à un devoir de confidentialité. Je le rappelle parce qu'un certain nombre de salariés pensent encore qu'on est le médecin de l'employeur et hésitent à se confier à lui. Donc c'est voilà, un point important et essentiel. Donc le médecin du travail reçoit le salarié en situation d'épuisement dans plusieurs situations. Ça peut être en visite périodique, c'est-à-dire que c'est la visite habituelle. Le salarié est en poste et ne se rend pas compte qu'il est déjà soit en état d'épuisement, soit dans la phase d'avant, dans la phase de lutte. Donc le repérage peut intervenir en visite périodique. Le repérage peut intervenir en visite occasionnelle à la demande du salarié. Le salarié est toujours en poste ou déjà il est en arrêt de travail. La visite peut avoir lieu à la demande du médecin traitant, donc le médecin généraliste qui effectivement a souvent arrêté la personne une première quinzaine de jours, 15 jours suivants, et puis à un moment donné, souvent, et de plus en plus, il conseille aux salariés d'aller voir le médecin du travail. À la demande du médecin conseil également, lorsque le salarié a été en arrêt de travail pour ce motif, et quand le médecin conseil projette de mettre fin aux vigiles, aux indemnités journalières, il le renvoie vers le médecin du travail. Donc, alors, on fait ça, donc on reçoit les salariés, évidemment. On essaie, dans la mesure du possible, de faire de la prévention par l'analyse des conditions de travail, en interrogeant le salarié lors des visites médicales sur ses conditions de travail et en alertant le salarié et l'employeur sur l'existence de facteurs de risque. Donc, lorsqu'on a la personne en face de nous, on fait le diagnostic d'épuisement professionnel, si effectivement la personne en est là. On recherche les facteurs de risque, puisque dans notre approche clinique, il y a à la fois un entretien médical pour rechercher les signes cliniques au niveau psychique, et aussi un entretien par rapport au travail, puisque notre spécialité en tant que médecin du travail, c'est quand même le travail. Donc on va rechercher des facteurs liés à l'intensité et à l'organisation du travail, donc une surcharge de travail, dépassement de la durée du travail, imprécision des missions, des objectifs irréalistes. On essaye de comprendre pourquoi la personne en est arrivée à ces difficultés. Est-ce qu'il y a des exigences émotionnelles importantes? Donc là, je vous balaye les 6 facteurs psychosociaux de l'INRS, qu'on balaye en général. Là, je vous les balaye de façon un peu scolaire, mais on les a dans notre tête et on les balaye quand on interroge sur le travail.
Est-ce qu'il y a un problème de confrontation par rapport à la souffrance et à la mort? Est-ce qu'il y a un problème lié aux émotions? Est-ce que c'est un problème d'autonomie et de marge de manœuvre? Est-ce que c'est un problème lié voilà, à une répétitivité du travail, au fait qu'il y a un contrôle permanent, des modes de management, de flicage qui sont trop contraignants? Est-ce que ce sont des problèmes de relations interpersonnelles, de conflits interpersonnels, manque de reconnaissance, management délétère, conflit de valeurs? Voilà, on fait un petit peu le point pour voir qu'est-ce qui a fait que dans l'histoire professionnelle de la personne, à ce jour, elle en est là. On recherche donc dans le travail s'il y a un peu de marge de manœuvre. On protège le salarié. Alors, tout à l'heure, j'ai dit on reçoit le salarié. Si effectivement le salarié est toujours en poste et qu'il est en grande difficulté psychique, on protège le salarié et du coup on le renvoie vers le médecin généraliste pour l'arrêter. Donc quand la personne est dans un état vraiment d'épuisement professionnel et en fait plus la période de lutte dont je vous ai parlé avant a été longue et plus la personne est vraiment dans un état de grande souffrance psychologique et souvent plus ce sera long pour qu'elle puisse retrouver son équilibre. Donc la durée de l'arrêt de travail, là c'est le médecin traitant qui juge, mais c'est vrai qu'elle est plus ou moins longue. Donc quand je vois les gens au départ, moi je leur dis toujours, voilà, vous allez voir votre médecin traitant, il va vous proposer un arrêt de travail. Quand ça ira un peu mieux, revenez vers nous pour qu'on puisse du coup envisager la suite. Parce qu'effectivement, comme ça a été dit, à un moment donné, le médecin conseil va arrêter les indemnités journalières, parce que de moins en moins, les médecins conseils actuellement laissent les gens en souffrance au travail sur des arrêts très 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 longs. Donc on voit parfois les gens revenir assez rapidement. Et du coup, nous à ce moment-là, il faut qu'on prépare alors soit le retour au travail, il y a plusieurs possibilités. Déjà, il est recommandé de pouvoir organiser une visite de pré-reprise en amont de la reprise pour pouvoir échanger et voir qu'est-ce qui va être possible. Donc, comme nous, en tant que médecin du travail, on a plusieurs. Notre marge de manœuvre, elle est où? Elle est d'évaluer par l'interrogatoire du salarié comment est sa relation avec son travail, son employeur, son entreprise, de prendre la température dans l'entreprise pour voir comment est l'entreprise vis-à-vis du salarié, et après de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Est-ce que le salarié n'est pas du tout en état de retravailler, ni sur son poste, ni sur un autre poste? Donc là, c'est de nouveau médecin traitant avec travail. Soit il y a une possibilité de reprise sur son poste précédent, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on le remet au même poste avec les mêmes problèmes, forcément il va y avoir de nouveau les mêmes conséquences. Donc ça veut dire qu'il faut changer quelque chose, faire un aménagement de poste. Alors si par l'interrogatoire précédent, on a repéré que c'était un problème de surcharge de travail, un problème de dépassement d'horaire, un problème de management délétère, un problème... Voilà. En fonction du problème repéré, on va pouvoir essayer de demander un aménagement de poste qui vise à corriger les anomalies repérées. Si par contre, il n'y a pas de possibilité de changement, il n'y a pas de marge de manœuvre, et que c'est compliqué de changer les facteurs liés à la problématique, après, c'est vrai que la question est aussi avec les salariés de voir est-ce qu'ils se voient encore dans cette entreprise ou est-ce qu'il faut en partir. Le service de santé au travail peut accompagner vers une sortie aussi par le biais d'une reconversion. On a des assistances sociales, on peut aider à orienter le salarié si c'est son choix de partir de l'entreprise. Et donc l'inaptitude, vous me posiez la question tout à l'heure, l'inaptitude médicale, c'est souvent la dernière solution, c'est pas la plus satisfaisante, c'est souvent la dernière solution quand il n'y en a pas d'autre. Donc c'est une procédure qui permet effectivement de... Alors, c'est soit une inaptitude au poste, si on peut changer, ou à tout poste. Donc quand on met une inaptitude au poste et à tout poste,
ça signifie qu'il n'y aura pas de remplacement et un licenciement. Alors, dans un certain nombre de cas, les salariés ne souhaitent pas être remplacés, ils souhaitent partir. Donc, l'inaptitude n'est pas qu'une mauvaise solution, c'est parfois la meilleure. Et donc, voilà, le tout c'est d'évaluer, et c'est toute la difficulté de notre métier, c'est d'évaluer la marge de manœuvre qu'on a, parce qu'à la fois tout ne dépend pas de nous, bien évidemment, ça dépend de l'interaction entre l'employeur et le salarié, sachant que le médecin du travail n'a pas de rôle de contrôle, ni nous pouvons faire des préconisations, on a un rôle de conseil, on a un rôle de protection des salariés, de conseil de l'employeur, mais on n'a pas de rôle coercitif. Voilà, ensuite c'est long, je voulais vous parler du harcèlement moral, mais je vais laisser du coup peut-être alors ma collègue psychologue en parler, s'il y a quelqu'un pour en parler. J'avais quelques éléments sur comment reconnaître une situation de harcèlement moral et les conséquences donc, sur la santé. Si c'est trop long, je m'arrête et peut-être je laisse la place aux questions. Voilà. Non, mais on prendra les questions tout à l'heure. D'accord. Alors, on va aller Jean-Marie Negout, ça marche. qui en tant que psychologue, voilà, se confronte aussi à ces cas de souffrance. Bonjour. Donc moi je suis psychologue clinicienne, ma spécialité. C'est bon là, tout le monde m'entend? Donc je suis psychologue clinicienne, ma spécialité est la victimologie. Et en fait en 2012, le cabinet Préventis s'est venu vers moi pour pouvoir mettre en place des dispositifs de comptes et d'accompagnement dans les entreprises. Et c'est à ce moment-là que j'ai été confrontée à la souffrance au travail. Et d'où mon intervention aujourd'hui. Donc j'ai une double casquette. J'ai mon cabinet privé où je suis thérapeute et je travaille pour le cabinet Préventis où là je suis seulement écoutante. Je dis seulement parce que je n'ai pas le droit de faire de thérapie. Mais je réoriente sur l'extérieur et je travaille avec les médecins du travail, avec le service de santé au travail, donc médecins du travail, assistante sociale, infirmière, et ça c'est super intéressant. Donc en fait, je vois pas beaucoup de harcèlement, je vois plutôt des personnes qui sont en burn-out. Donc je voulais préciser une ou deux choses, c'est que le burn-out c'est le harcèlement moral ou sexuel, ce ne sont pas des maladies mentales. Et ça, il faut vraiment que le salarié ou le patient l'entende. C'est des troubles de l'adaptation, mais pas une maladie mentale. Au niveau du burn-out, on s'aperçoit qu'il y a quand même des facteurs de vulnérabilité qui sont liés, au travail, qui sont un stress chronique, effectivement, une charge de travail élevée, mais associée aussi, alors les autres sont plus ou moins, ça dépend des personnes, mais un manque d'autonomie, un déséquilibre entre les efforts fournis et la reconnaissance obtenue, un faible soutien social et une communication insuffisante. Mais il y a aussi des facteurs de vulnérabilité individuelle qu'il faut connaître parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment le cœur de la personne. Ce sont des personnes qui sont sensibles, qui vivent le stress plus que les autres, qui sont perfectionnistes et qui ont une conscience professionnelle élevée. Et en fait, moi, ce que j'explique souvent aux burn-out, c'est une distorsion entre leur conscience professionnelle et les moyens et les outils qu'ils ont pour faire leur travail. Et petit à petit, cette distorsion elle devient insupportable. Et à ce moment-là, s'ils n'entendent pas leur souffrance physique ou psychique, c'est le corps qui craque. Donc, je vais faire la différence entre quand je les reçois au cabinet privé et en Préventis, donc en entreprise. Quand je les reçois en entreprise, donc en tant qu'écoutante, ils ont le droit jusqu'à 6 consultations par an pour venir nous voir, que ce soit pour un problème professionnel ou personnel ou mixte. Donc à ce moment-là, on entend la souffrance, on réoriente s'il y a besoin pour faire une thérapie à l'extérieur, mais on les revoit aussi après quand ils sont arrêtés pour pouvoir réorganiser le travail et mettre en place le retour au travail avec le service de médecine.
Donc ça c'est intéressant parce que je vois les deux. Au niveau du cabinet privé, à ce moment-là, moi je les reçois en tant que patient, c'est pas les mêmes. Je précise, les salariés que je vois au cabinet Préventis, ils sont très loin de mon cabinet, donc je ne peux pas les recevoir dans mon cabinet privé. C'est d'autres patients. À ce moment-là, on écoute la souffrance, j'écoute la souffrance, on cherche les raisons qui a amené à cet épuisement. On met en place des changements réels, que ce soit pour pouvoir retrouver un contrôle sur leur vie. Parce que très souvent, en fait, on s'aperçoit effectivement, ils viennent épuisés, ils ont des motivations, ils sont irritables, et on s'aperçoit qu'ils subissent. Donc là, c'est vraiment de retrouver un contrôle sur leur vie en faisant des changements, soit au niveau du milieu du travail, donc en lien avec le médecin de travail ou le manager, un mode de vie différent, un sens accordé au travail différent aussi, et une façon d'être moins atteint par le stress. On essaie de reconstruire une identité sociale, mettre en place des réflexions et retrouver cette motivation d'aller travailler, ce désir de travailler, pour pouvoir justement accompagner le retour au travail. Donc voilà, c'est expliquer les deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit avant et après, mais pendant. Donc on voit bien le lien, et effectivement, là où ça fonctionne le mieux, c'est quand le service de médecine du travail est impliqué avec nous pour accompagner tout au long de la reprise ou même de la souffrance du salarié. Il y a un échange, il y a une équipe, et ça c'est intéressant. Et voilà. Donc on enchaîne avec vous. Donc maintenant l'aspect non médical de ces souffrances, comment elle est traitée à l'intérieur d'un CHSCT pour les grandes entreprises. Alors, donc moi, je fais partie d'un CHSCT depuis presque 10 ans, dont 8 ans en tant que secrétaire du CHSCT, donc pour avoir aux conditions de travail dans ce grand groupe de distribution. Vous avez tous entendu d'où je venais. Je ne fais pas de publicité étant donné qu'il y a eu pas mal d'affaires concernant le harcèlement, le burn-out, l'organisation de travail un peu virulente. Donc bon, dans nos sociétés, il y a à peu près 35 000 personnes qui travaillent en France, et c'est divisé en 26 directions régionales. Donc moi, je fais partie de la direction régionale de Languedoc-Roussillon. En fait, il y a 61 magasins distribués par une plateforme qui se trouve pas loin de Montpellier, où il y a 150 personnes qui travaillent sur l'entrepôt et à peu près 1500 personnes distribuées sur 61 magasins. La société, en fait, au départ, était un petit peu familiale. Quand elle est partie dans les sphères financières, avec une gestion d'actionnaires, effectivement, il fallait avoir pas forcément les moyens, mais le résultat devait être là. Donc la société a grandi sans forcément faire attention aux personnes. Ils ont beaucoup misé sur le matériel. Donc là, dernièrement, vous avez peut-être probablement vu les magasins qui changent complètement. Ça n'est plus du discount, c'était des supermarchés. Donc, mais il y a quand même un flux tendu, c'est-à-dire pas beaucoup d'effectifs pour un maximum de travail pour les magasins. Et donc, et sur l'entrepôt, forcément, il faut fournir les magasins en matériel, donc aller au plus vite. Donc ce changement d'objectif a fait qu'à un moment donné, le CHSCT s'est aperçu, qui travaille avec les autres représentants du personnel, s'est aperçu qu'il y avait un mal-être dans l'entreprise, et le CHSCT a voulu effectivement lancer une expertise
Donc, vous savez que le CHSCT n'a pas de moyens financiers, c'est la direction qui finance tout ce que le CHSCT pourrait demander. Donc, nous avons demandé une expertise à la direction, je parle régionalement, hein, parce que je ne connais pas dans les autres directions régionales. Et la direction ne voulait absolument pas que des étrangers viennent farfouiller leur organisation de travail. Donc, ils ont mis le CHSCT au tribunal. Et c'est au CHSCT où on est 6 membres, de récupérer le maximum d'informations auprès des instances médicales et auprès des salariés pour pouvoir justifier de cette expertise. Et donc au tribunal, nous avons été épaulés par un avocat qui a très bien défendu notre cause et donc cette expertise a été votée. Donc la mise en place de l'expertise s'est faite assez longuement parce que forcément la direction traîne le pied. Mais bon, une expertise c'est bien pour connaître les indicateurs constatés par le sous-effectif, l'organisation du travail, des objectifs de productivité, du harcèlement qui est, enfin la gravité est toujours différente selon les individus. Donc il y a des individus, effectivement, on leur dira 4 fois va à ta caisse, ça, voilà, ça leur passera au-dessus. Et d'autres que ça choquera, il reste à ta caisse et ne va pas faire. C'est moi qui décide de te dire d'aller mettre en rayon et reprendre ta caisse après. Donc cette expertise a eu lieu avec donc, la collaboration sur 1500 salariés. Bon, tout le monde n'a pas pu être écouté. On a pris effectivement avec l'organisme d'expertise des personnes bien ciblées, autant sur l'entrepôt que dans les magasins, pour pouvoir faire une enquête au niveau régional. Et il en est ressorti des éléments, des facteurs qui disaient qu'effectivement la société devait avancer et faire en sorte qu'il y ait une qualité de vie et un bien-être au travail pour les salariés. Le travail ne s'arrête pas là, parce que la société, forcément, elle doit mettre des plans d'action en place. Nous, au CHSCT, on a eu la chance de pouvoir communiquer correctement avec la direction. Et il fallait trouver un organisme paritaire pour justement allier la direction et le CHSCT. Donc nous avons fait appel à l'ARACH, financé forcément par la direction. Donc c'est vrai que pour eux, ça a été un gros budget. Et pour éviter que les autres directions régionales, puisqu'il y en a 26, fassent la même chose que nous, ils ont créé des services QVT, SSCT, SSVT, enfin bon, tout pour contrer effectivement et mettre en place des plans d'action que nous avons suggérés. Donc la direction, elle s'est réapproprié certains plans d'action. Sur l'entente entre le personnel et tous les objectifs. Et pour en revenir, excusez-moi parce que là je me vois un peu, pour en revenir effectivement quand on constate les indicateurs, donc, la société elle a mis presque 7 ans, 7 ans pour mettre en place un plan d'action. Maintenant, vous pourriez croire que tout est idyllique chez Lidl. Non. Matériellement, ils ont fait d'énormes avancées, mais psychologiquement, il y a toujours des dérives et des mal-être qui peuvent s'exprimer, et donc les indicateurs sont toujours constatés. Et nous, notre rôle au CHSCT, c'est de comprendre et d'amener les salariés à communiquer et de ne pas rester isolés. C'est très difficile comme travail parce que les gens n'osent pas toujours parler. Donc, selon la personne qui est en face d'eux, ils auront une facilité de communication et d'autre part. Donc, quand on effectivement se trouve dans un salarié qui est à la dérive,
qui dit bon, mon chef il parle mal, mes plannings sont mal faits, je suis obligée de remplacer des salariés qui sont en arrêt de travail, donc j'en peux plus. Donc nous, c'est de effectivement voir avec la direction, alors la hiérarchie proche, ou voire même la direction, pour essayer de mettre en place des méthodes de travail profitables. Donc, si la direction nous entend, c'est bien, mais nous, notre travail aussi, c'est de voir les médecins du travail. Parce que, bon, eux sont à même, effectivement, de voir ces indicateurs et de voir que peut-être eux, nous au CHSCT, on ne sait pas, mais peut-être qu'eux, ils rencontrent les salariés. Il y a 4 ou 5 salariés qui reviennent avec les mêmes informations. Et donc, à ce moment-là, on travaille avec eux pour qu'ils puissent alerter la direction en même temps que nous sur les points faibles. Donc c'est vrai que la médecine du travail, c'est un aidant pour le CHSCT. Ensuite, nous avons aussi des contacts avec des organismes psychologiques, de la psychothérapie, parce que la société a mis aussi en place, sous couvert d'anonymat, un centre téléphonique qui, alors, certains salariés peuvent faire confiance, d'autres ne font pas confiance. Donc à ce moment-là, nous au CHSCT, comme on a des contacts effectivement avec le médecin du travail, on peut orienter vers des cabinets comme Marie Debout. On aide le salarié, pas qu'il se sente isolé. En fait, il y a beaucoup d'écoute et d'échanges et de solutions à chercher qui n'est jamais la même pour tout le monde. Mais bon, ce qui est important en fait, c'est surtout que les salariés ne soient pas isolés et d'être vraiment à l'écoute des salariés. Et ça, c'est le CHSCT qui va disparaître au profit de ces CSE, qui, à mon avis, ne remplacera pas le CHSCT qui est vraiment investi dans les conditions de travail. Donc on verra ce que ça va donner. Oui, parce qu'apparemment la direction, elle pense qu'elle aura la main mise sur les missions qu'elles donneront aux salariés du CSE. Que là, jusqu'à présent, le CHSCT était quand même indépendant. On n'avait pas forcément de compte à rendre, que là, ils vont nous dire, bon, il faut aller là, là, là et là. D'après ce qu'ils disent. Non. Comment? C'est le CSE qui va nommer les commissions, et voilà. La commission CST va rester complètement indépendante. Le problème, c'est que la mission sera plus individuelle. Si ce n'est que sur des plateformes Voilà, ça va être très compliqué. Voilà, ce sera plus individuel, on s'occupera plus d'une personne individuellement. Si ça arrive pour 10 personnes, oui, il y aura une commission qui s'y penchera. Et je pense que ça, c'est un peu dommage. Comment ça se passe, Martine? Vous faites des permanences et les gens viennent pendant leur temps de travail spontanément? Non, nous ne fonctionne pas comme ça. On est CHSCT, donc du coup, on est représentant du personnel. On a des délégations qui nous permettent d'aller au-devant des salariés. Donc bon, on a, nous, les 6 personnes avec 61 magasins plus l'entrepôt. Donc on est des fois plus spécialisés pour les magasins ou l'entrepôt. Donc les gens nous connaissent. Et ça c'est une étape importante. C'est que les salariés doivent reconnaître leurs représentants du personnel dans la sécurité et qualité de vie au travail, pour qu'ils puissent venir spontanément nous voir si au besoin. Voilà. Parce que finalement, je pense qu'on est des conseillers du salarié. On n'est pas des représentants comme des délégués du personnel, par exemple, qui mettent en avant leur syndicat, alors que le CHSCT, malheureusement, ça va continuer avec le CSE, ils sont élus par des représentants syndicaux. Donc, voilà, ils sont dirigés par les syndicats et bien souvent, on n'est pas toujours tous d'accord entre syndicats. Donc, il y a des fois des guerres syndicales qui étaient aplanies avec le CHSCT. On avait réussi à faire cette chose-là chez nous.
Et vous bénéficiez de formation? Oui, le CHSCT bénéficie d'une formation. Alors c'est sur 5 jours. Généralement c'est 3 jours, ou 2 jours et 3 jours. Je me souviens plus que c'est tous les 4 ans. C'est bon, le mandat se termine incessamment. Donc effectivement, c'est des mises en situation, des contacts avec d'autres entreprises, et effectivement on peut. C'est pas du tout une formation théorique alors. Juridique. Il y a une partie théorique et il y a une partie de mise en situation, mais je crois que les personnes qui s'occupent des conditions de travail et de la sécurité au travail et de la qualité de vie au travail, c'est une expérience qui revient au fil du temps. C'est vrai que les premiers temps, on est complètement perdu, on ne sait pas où aller, que faire, mais avec le temps, on arrive à faire quelque chose. C'est peut-être pour ça aussi que je suis d'abord aujourd'hui. Avant, on était élu pour 5 ans et maintenant pour 2, non? Non. Avant, c'était 2 ans et maintenant, enfin depuis 2019, depuis 2012, je crois, c'est tous les 4 ans. On reste en place 4 ans. On n'est pas à pied Ça permet de faire l'expérience dont vous parlez. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Alors, maître de l'unité, Julie va nous faire un son. Bonjour, donc comme vous avez compris, je suis avocate pour la travail économie. Donc en général, j'interviens quand il est trop tard. C'est le principe, donc on a à dire la partie la plus frustrante du maillon de la chaîne. On intervient pour une réparation la plupart du temps humanitaire, mais qui ne répare rien. Ça ne répare pas les personnes, ça donne simplement un sentiment qu'elles sont tenues comme victimes, mais ça s'arrête là. L'effondrement est souvent tel que de toute façon, ça ne permettra pas de retour au monde du travail derrière. C'est le premier point que je voulais dire. Deuxième point qui apparaît un peu pour le noir, mais j'assumerai volontiers le rôle, ça permettra de ce débat ensuite derrière. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur cette table. Comme Gérard, vous l'avez dit au début du colloque, oui, on a vu le pire. Je crois qu'à chaque fois qu'on croit avoir vu le pire, on voit encore pire. Les choses ne s'améliorent pas, et j'ai le sentiment, mais ça reste une conviction personnelle, je n'ai personne, qu'on en fait tous trop peu, chaque maillon de la chaîne, trop peu. Et ça passe par la médecine du travail, qui à mon sens en fait trop peu. Tout à l'heure j'entendais, alors pas tout le monde, bien évidemment, on fait tout ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, c'est souvent aussi le problème, c'est qu'on manque de moyens et les réformes font qu'on a de moins en moins de moyens et qu'on a un rôle de rustine, tous, et on fait ce qu'on a comme on peut. Mais quand j'entends dire qu'on a un seul rôle de conseil, je ne suis pas d'accord, on a, en tant que médecin du travail, à mon sens, un devoir, c'est comme un rôle, un devoir d'alerte. Et si le médecin du travail oublie ce devoir-là, on est foutu. Excusez-moi le terme, je suis un peu vulgaire, mais je pense qu'on n'arrivera à rien, on ne construira rien de positif si on oublie chacun le rôle personnel. Ce devoir d'alerte passe notamment par un rappel à l'employeur de ses obligations, je crois que c'est la première des choses, et une alerte de risques psychosociaux global, individualisée, écrit. Sans écrit, il n'existe rien. Sans rien, on ne peut rien faire. Ni les CHSCT, ni les salariés, ni les avocats. Enfin, donc voilà, c'est le premier point que je voulais dire. Je pense pas qu'on soit en désaccord. C'est pas vous que j'en ai en cause personnellement, c'est pas que c'est important de. Voilà. Après, vous me comprendrez très vite, j'ai une personnalité très engagée, donc je dis les choses. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le sujet de cette table ronde, quand on a parlé de harcèlement moral et de burn-out, première chose qui me venait à l'esprit, c'est que c'était deux notions qui ne s'associent pas, qui n'ont rien à voir. Le seul constat, la seule chose, et je crois qu'on se rejoindra sur ce point-là, c'est que 9 cas sur 10, ça aboutit effectivement à un licenciement pour une attitude. Et que là où je ne suis pas d'accord, c'est que ce n'est pas une solution, parce que c'est trop tard, et que les personnes que l'on sort du circuit par ce biais-là, sans avoir construit en amont, en préventif, un schéma, un retour qui leur permettent de faire autre chose, et bien on les perd à jamais, on les réintroduit pas dans le circuit. Et je trouve que c'est dommage, moi je ne le vois pas comme une fatalité.
Je pense, encore une fois, ça n'engage que moi, que le problème, c'est que tant qu'on pensera qu'aux conséquences, on n'y arrivera pas. Et qu'à l'heure actuelle, que ce soit, je ne crois pas à la volonté de prévention, je pense qu'elle, alors, j'ai peut-être une vue déformée, parce que, comme je vous dis, je vois le pire, je vois les situations les plus graves, mais dans tous les cas où il y a eu des mesures qui ont été prises, c'est parce que les employeurs se sont fait un peu dessus et qu'on a touché à leur porte-monnaie. Il n'y a pas une réelle volonté. Ils veulent se dégager de leurs responsabilités, mais parce que le modèle économique est conçu de telle manière qu'on ne peut pas faire autrement. Donc si on ne repense pas les choses à la source dès le départ tous ensemble, on n'y arrivera pas. Donc c'est un peu fataliste mon discours, mais c'est en tout cas le constat que je fais au quotidien. Alors, burn-out et harcèlement. Très rapide, je ne vais pas vous faire un cours de droit, sinon je vais vous perdre au bout de 5 minutes. Le harcèlement moral, vous l'avez dit, c'est un terme qui n'est que juridique. Alors on l'emploie tous les jours, c'est un engagement, mais c'est un terme juridique, ni plus ni moins, et c'est un terme qui est très restrictif. Une fois qu'on ne remplit pas les conditions juridiques, on n'est pas en situation de harcèlement moral et ça ne réglera pas le problème. Le mot burn-out ne veut rien dire, c'est un thème qui est entièrement vulgarisé. Il ne permettra pas de reconnaissance d'un accident de travail, ni en maladie professionnelle, ni une condamnation derrière. D'un point de vue purement médical, on parle, et c'est ce qui doit être dit dans les certificats, j'aimerais ce que vous disiez, parce que ça m'intéresse énormément votre question. On parle de stress réactionnel ou de troubles anxio-dépressifs. C'est le terme médical qui va permettre de pouvoir construire derrière un combat pour le faire reconnaître ou en accident de travail ou en maladie professionnelle. Parce que ce sont des maladies qui sont hors tableau, qui ne sont pas reconnues. Donc on rentre dans il faut savoir que la personne rentre dans un combat, et il y a un combat juridique aussi derrière, sans lier. C'est très long, c'est vrai qu'effectivement, elles ont besoin d'accompagnement. Donc si à la base, dès le départ, la base n'est pas posée, elles sont foutues. Encore une fois, je suis désolée, mais donc la première chose, la première étape, c'est que le médecin traitant déjà fasse la déclaration ou en maladie professionnelle ou en accident. Alors pour savoir, la maladie professionnelle, c'est quand effectivement on a une personne qui est de manière récurrente mise dans un état de stress qui va conduire à cet effondrement psychique. Donc là, effectivement, il n'y a pas un fait particulier qui l'a fait craquer, c'est une accumulation de choses sur une période donnée. Donc là, il faut bien marquer le terme médical, pas de burn-out, pas de surmenage. Après, il y aura une enquête, il y aura un combat, et on est tous là de manière différente pour accompagner ces personnes-là. Reste l'accident de travail. L'accident de travail, c'est quoi? Même en situation de harcèlement moral, on doit systématiquement mettre l'accident de travail. Il y aura l'enquête de la CPL derrière, on les aidera, on se battra avec eux, mais on doit mettre l'accident de travail. Une personne n'est pas malade. Elle n'est pas malade, c'est le travail qui a rendu donc c'est très important. Alors l'accident de travail, qu'est-ce que c'est? Ça va être un fait donné dans un contexte effectivement qui se répète. Ça peut être une réunion, une lecture d'un mail, voilà, elle décompense la lecture de mail parce qu'on dit qu'elle est nulle. Ça peut être une réunion où en gros elle se prend 3 personnes en face qui vont la dévaloriser professionnellement, elle va s'effondrer à la sortie de cette réunion. Ça peut être tout un tas de choses, mais c'est un fait individuel qui va créer cette décompensation parce que ça fait un moment qu'elle n'en peut. Et quand la personne est reçue ce jour-là par le médecin, je pense que le médecin, si alors après, le problème c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le verbaliser, c'est très dur, et beaucoup ont honte même de parler de ce qui leur arrive, je sais. Mais après, c'est peut-être un devoir de chacun d'expliquer à ces personnes-là ce qui est dans leur intérêt. C'est très difficile, hein. Je n'ai pas forcément les solutions, parce que nous-mêmes, on se trouve dans des situations où on est en combat avec nos clients parce qu'ils ne veulent pas forcément aller jusqu'où on les amène. Mais c'est un devoir de chacun de leur rappeler que c'est dans leur intérêt plus tard, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on rentre dans un schéma de harcèlement ou de burn-out, elles ne retravailleront plus dans cette boîte-là. On le sait tous, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc on sait qu'elles vont sortir à un moment donné, donc il faut faire en sorte que quand elles vont sortir, elles peuvent se reconstruire humainement et financièrement comme il faut. Et ça passe par là. Voilà, ça c'était ce que je voulais dire sur ce point-là. Ensuite, le harcèlement moral et le burn-out sont deux termes, des notions restrictives, mais en fait, elles se referment sur la notion juridique d'obligation de sécurité, qui est l'obligation plus vaste, parce qu'on peut ne pas être condamné d'un point de vue du harcèlement moral, d'un point de vue juridique, mais ça n'empêche pas que l'employeur pourra être condamné parce qu'il a manqué à son obligation de sécurité. L'obligation de sécurité, jusqu'à très peu, c'est une obligation de résultat. C'est-à-dire que peu importe ce qu'a fait l'employeur, à partir du moment où le salarié avait une dégradation de l'état de santé, il était automatiquement condamné. Maintenant, ça a été légèrement atténué, c'est une obligation de moyens renforcés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à l'employeur, qui prouve la charge de la preuve, jamais au salarié, de prouver qu'il a pris toutes les mesures pour empêcher cette dégradation de l'état de santé. Et si collectivement, chacun sur son rôle, c'est-à-dire qu'il y a des alertes, je pense à VATA,
Il y a les personnes qui sont redirigées vers les représentants du personnel, qui ont un pouvoir d'action énorme, mais qui est très rarement utilisé. On a effectivement les expertises, on l'a dit, on a les droits d'alerte, on a les DGS, c'est-à-dire on va pouvoir poser effectivement un trouble social, un risque express au sein de la boîte, un danger grave imminent. Il y a plusieurs choses à faire. Et quand ces pièces du bout à bout existent, le salarié va pouvoir se défendre. Parce qu'il est collectivement soutenu. Parce que le problème du burn-out et du harcèlement, c'est que ces personnes-là sont isolées. Comme elles sont isolées, elles ne veulent aller voir personne. Et comme elles vont voir personne, elles n'ont aucune preuve. Et comme elles n'ont aucune preuve, elles ne peuvent pas se défendre. Elles se retrouvent donc isolées du début à la fin. Mais si chaque maillon de la chaîne, et ça passe par la conscience collective, on a beau dire ce qu'on veut, j'ai un discours peut-être alarmiste, mais j'ai le sentiment que tant qu'on ne prendra pas le taureau par les cornes collectivement, on n'y arrivera pas. On aura de la casse humaine, on réparera la casse humaine, mais on n'arrivera à rien. Mais que si collectivement chacun joue son rôle, on peut petit à petit, chacun à notre échelle, arriver à ce que comme ça aussi, le droit du travail s'est construit. Le droit du travail s'est construit par le bas, il ne faut pas l'oublier. Le droit du travail s'est toujours construit depuis qu'il a été créé en France par des situations individuelles, souffrance ou autres, des combats qui ont été menés, et ensuite on a légiféré. Ça n'a jamais été l'inverse. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et il n'y a que par la conscience, tous ensemble, chacun son rôle, qu'on pourra, à mon sens, faire quelque chose. Et peut-être que moi, je veux le sentiment qu'il n'est pas trop tard et que je ne sers pas qu'à ouvrir le porte-monnaie du portefeuille pour ces personnes-là et que quand je les laisse repartir quand le dossier est fini, ben, j'ai peut-être un petit peu plus que ça. Voilà. Sur ce que vous avez dit, et puis répondre à la dame que je n'ai pas oubliée. Donc, par rapport à votre question sur quand est-ce qu'on fait une déclaration de travail. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que quand il y a nécessité, il faut la faire, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, au sens de la Sécu, il n'y a pas juste les lésions corporelles, les lésions psychiques peuvent tout à fait être prises en compte. Par contre, effectivement, il faut qu'il y ait un événement brutal et soudain sur le temps et sur le lieu du travail. Et que le certificat médical initial soit bien rédigé. Ça, c'est extrêmement important. J'ai eu récemment des cas où ça n'a pas été reconnu parce que, par exemple, la date qui a été mise sur le certificat était la date où le médecin traitant avait vu le salarié 2 jours après l'acté et le salarié n'était plus sur son lieu de travail. Donc en fait, la Sécu n'a pas reconnu parce que le jour et la date sur le certificat. Voilà. Oui, c'est à la marge, mais c'est des choses qui existent. La façon de rédiger le certificat médical initial est très importante. Sauf que là, ne jamais mettre burn-out parce que c'est pas un événement brutal et soudain. Voilà, il y a quand même des règles qui sont importantes sur ce certificat. Mais il y a la présomption d'imputabilité. Oui, c'est ça. Juridiquement, pour le règlement, même en allant jusqu'à 1 an pour déclarer accident de travail. Donc, même si c'est fait mais 15 jours après. La date qui est mise de l'événement brutal et soudain doit être la date de la réunion où la personne s'est décomposée et pas le jour où elle a vu son médecin traitant. Oui, mais bon, ça il y a des choses comme ça qui sont importantes. Mais bien sûr, s'il y a, même sur une situation de harcèlement ou de surmenage au travail, un événement brutal et soudain, il doit être déclaré en accident de travail. Et moi, il m'arrive souvent de voir des gens qui sont en situation qui très pensés à leur médecin généraliste de ne pas donner un certificat maladie, mais un certificat d'accident de travail. Donc là, vous voyez qu'il y a un travail de pédagogie à faire sur ce point. Vous parlez aussi des maladies professionnelles. Quand est-ce qu'on déclare en maladie professionnelle La maladie professionnelle, effectivement, comme c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de tableau, on passe forcément par une procédure un petit peu particulière qui est le comité. La maladie professionnelle, j'ai des patients, donc il faut engager des recours. Non, mais parce que les gens ont déjà. Enfin, il y a un moment, il y a un épuisement par rapport à ça. Oui, mais. C'est ça. Oui, mais il faut les aider. Et c'est vrai que c'est compliqué. Alors on peut, bien sûr, on est là pour ça. Il faut les aider aussi. Non, mais spontanément, je sais par expérience. Mais parfois, à un moment, j'ai une patiente qui a fait, au bout de 2 ans et demi, alors moi, elle me dit, mais là, je dois faire, j'en ai assez. Ben oui, mais pour avoir une reconnaissance maladie professionnelle,
professionnelle, c'est... Ma question c'était, est-ce que au niveau des formations ou même des informations, oui, on n'a pas de... En fait, moi je pense que le problème il est là, parce que je suis médecin du travail aussi, mais je sais qu'il y a quelques décennies, hein, je déclarais quand les salariés, j'ai fait une action auprès des généralistes pour que les généralistes déclarent la violence au travail, par exemple, les accidents du travail, quand quelqu'un se fait taper dessus, que le trouble psychique soit pris en compte comme accident du travail. Et j'ai l'impression que les médecins généralistes, par rapport à ces problèmes de harcèlement ou de situation qu'on pourrait déclarer en accident de travail, n'ont pas ce réflexe. Ils déclarent en maladie. Enfin, moi, en général, les salariés sont déclarés en maladie. Hein. C'est rarissime l'accident de travail. Après, je pense qu'il y a une autre facteur à prendre en compte, et là, j'allais dire, j'ai peut-être une petite anecdote qui pourra refléter, c'est qu'il y a une pression terrible sur les médecins et les généralistes, sur cette question-là, justement, sur le nombre d'arrêts qu'ils prescrivent. Moi, pour anecdote, je connais un médecin généraliste de ma génération qui se trouve, c'est pas mon mari, vous le dites de suite, le mari d'une avocate en droit du travail, donc qui est très sensibilisé à ces sujets-là, et donc qui prescrit énormément d'arrêts d'accident de travail sur ces questions-là. Il est passé récemment en commission de discipline parce que son nombre d'arrêts était trop élevé par rapport aux chiffres qui avaient été faits dernièrement par la CTM sur le secteur. Et il a clairement dit que si je n'étais pas ces chiffres-là, il y aurait des sanctions. Donc le problème, c'est là où j'en reviens à la conscience, j'allais dire, collective, c'est qu'il y a des pressions de toutes parts pour empêcher tout ça. Et quand on fait chacun ce qu'on peut, malheureusement, il y a des moyens qu'on a qui sont faits. Il faut faire un constat aussi que l'inspection du travail, qui est un organisme coercitif, qui pourrait, combien de fois, moi j'ai fait appel à l'inspection du travail, mais qui est le seul organisme à pouvoir imposer à un employeur et à menacer de PV, etc., les choses. C'est le seul organisme. Officieusement, ils n'ont plus le droit de la PV, donc ça reste des choses. Mais ça, c'est des... Sur l'accident du travail. Moi, je dis mais ça, on l'a fait plusieurs fois au niveau de l'assaut, et ça a marché. Voilà, il suffit. Quand on arrive à récupérer, on a récupéré combien qui s'en sortent. Non, mais ce que je dis, c'est que parfois, il faut passer par-dessus le médecin qui prescrit un arrêt maladie et faire une déclaration. Le CERFA, il est en ligne. Il n'y a pas besoin de se fatiguer beaucoup pour le trouver, et il faut faire une déclaration par victime. Voilà. Et puis après, ça passe en commission, et on arrive à faire reconnaître des accidents du travail. Tu as eu un client là-dessus. Voilà, donc on y arrive. C'est pas impossible. Voilà. Voilà. Parce que impossible, c'est pas possible. Justement, je voudrais revenir sur les micros. Vous parlez de ballons, etc. J'entends, en disant ça, je ne peux pas vous incriminer, ni vous, ni les médecins généralistes de manière générale, mais quels sont vos automatismes? Vous avez un patient qui arrive, qui vous signale des souffrances, etc. Vous parlez bien avec le médecin de travail, considérait qu'il avait aussi son rôle là-dedans, mais est-ce que vous avez ce réflexe, cet automatisme éventuellement, d'adresser un courrier au médecin du travail, justement, pour l'alerter, lui signaler, commencer justement ce travail en amont? C'est vrai que je ne fais pas un accident de travail, donc ça m'est arrivé, mais vraiment rarement. Mais par contre, communiquer oui, avec le médecin du travail, bien sûr. Soit de lui téléphoner, bon, ça va être compliqué, soit de faire un courrier, oui. Bien sûr, je conseille toujours, je dis toujours aux patients, il faut que vous preniez contact avec le médecin du travail. Quand une personne vient vous voir, parce qu'elle a eu une difficulté avec son employeur sur son lieu de travail, au temps du travail. Le problème, il est là. C'est qu'on arrive à des situations où, quand on sait qu'il y a eu un clash, il y a eu, peu importe, un autre salarié, c'est pas forcément en relation avec l'employeur, hein, ça peut être... Ça peut être des difficultés entre salariés eux-mêmes, mais aussi ça peut être des situations
avec son chef, dans une réunion ou quelque chose comme ça. Hein. Il y a plein de situations, il y en a des centaines de situations possibles. La chose que nous on préconise, c'est tu t'en vas, tu prends tes affaires, tu t'en vas, tu vas voir ton toubib immédiatement. Et là, il faut qu'il te prescrive un accident du travail. C'est intervenu au temps du travail et au lieu du travail. La présomption d'imputabilité, elle se pose là. Et c'est à la sécurité sociale et à l'employeur de prouver que ce n'est pas un accident. C'est ça la difficulté. Alors, faites peser la charge de la preuve sur le patron. Pourquoi on va laisser un salarié se battre pour faire reconnaître un accident du travail alors que le médecin a déclaré une maladie? Non, mettez un accident du travail d'entrée et puis après, laissez le patron apporter la preuve que ça n'est pas un. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas 50 000 solutions. Le patient en RVT, pour souffrance au travail, c'est quand même, comme je disais, plutôt un harcèlement environnemental. Oui, non, mais ce que je veux dire, je ne partais pas sur ce point-là. Voilà. Je ne partais pas sur cet exemple-là. Voilà. S'il faut un événement brutal, oui, s'il y a pas d'événement, il n'y a pas d'accident. C'est un événement, ça se passe au temps et au lieu du travail. La brutalité, c'est pas forcément une claque à travers la figure. La protestation considère que la notion de brutalité n'est pas une notion nécessaire pour qu'en fait la travail. C'est un fait soudain. Qui ne montre rien, qui ne va pas interagir, qui ne va rien dire, qui va penser à franchir des sens de l'accident de travail. C'est un fait soudain. Moi, je voulais raconter une anecdote qui illustre la notion d'accident de travail. Nous recevons à l'association une jeune femme brillante, engagée dans sa société. Il y avait quand même... elle avait repéré des choses qui lui plaisaient à moitié sur les derniers temps. Bref, elle passe son entretien d'évaluation annuelle. Elle a l'impression que tout va bien. Et elle voit s'afficher sur son ordinateur, elle était en plein boulot, l'évaluation arrive, au vitriol, suppression de la prime, un rapport absolument effrayant, et elle a dit mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, ça correspond pas à mon entretien. Eh bien si, c'était pour elle. Et donc ce rapport d'évaluation, elle a immédiatement eu un choc psychologique, nerveux, etc. Elle s'est effondrée en larmes, elle a dû rentrer chez elle. Voilà. Donc vous voyez, c'est immatériel ce genre de choses, mais ça provoque des dégâts. Et elle nous disait, plus jamais cette entreprise, je ne peux pas retourner travailler avec des gens qui sont aussi hypocrites. Vous voyez, donc ça fait partie des... En fait, l'assurance maladie, elle constate que dans les cas les plus graves, burn-out, harcèlement, on prononce une incapacité permanente qui est la séquelle d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et ça concerne 7,5% des accidents du travail. Donc, incapacité permanente, c'est beaucoup, quand même. C'est des gens qui retravailleront plus jamais. Oui. Vas-y. C'est toi, Pardon, excusez-moi, je voulais juste revenir sur les 3 médecins dont on a parlé tout à l'heure parce qu'on n'était pas d'accord et tout. Alors, quand on est malade ou quand on a un problème, on travaille, il y a 3 médecins différents et souvent ces médecins se télescopent et on ne comprend pas pourquoi l'un vous dit de reprendre, l'autre vous dit d'arrêter et l'autre vous dit que vous ne pouvez pas aller travailler, enfin c'est le flou artistique. Alors, ils sont pas fous ces médecins, c'est juste qu'ils ont tous un rôle qui est très spécifique et qui est très différent. Alors, j'ai mis du temps avant de comprendre parce qu'au début je ne comprenais rien, je me disais, mais pardon, je dis bien gros mots, je me disais, ils sont complètement cons, ce médecin de la Sécu, pourquoi ils disent d'arrêter, de reprendre, alors que l'autre médecin, il avait dit d'arrêter, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je me suis fait expliquer longuement, je vous le ressors comme je l'ai intégré. Donc, on a le médecin généraliste qui connaît la personne en tant que patient, donc il voit en fonction de l'état de son patient, qui va lui prescrire un arrêt de travail. Ensuite, on a le médecin de la Sécu. Alors, il arrive parfois que le médecin généraliste va prescrire un arrêt, mais
comme on le disait tout à l'heure, le médecin de la Sécu va dire, mais non, vous reprenez le travail au bout d'1 mois, 3 mois, ça dépend, souvent la vie de Sécu c'est 3 mois, parfois on tire 3 ans, mais c'est rare. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le médecin de la Sécu il va dire que le patient il doit reprendre alors que le médecin généraliste a dit qu'il fallait qu'il soit arrêté? Et c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas du tout la même fonction, la même analyse. Le médecin généraliste, lui, il va voir l'état de santé de son patient, alors que le médecin de la Sécu, lui, il va voir si, la phase c'est celle-là, c'est si, en l'état d'avancée actuelle de la médecine, si le fait d'être arrêté un jour de plus ou pas, ça va changer son état de santé. C'est-à-dire qu'en gros, je prends toujours cet exemple qui est complètement débile, je me coupe une main, je fais de la kiné, etc. Alors, je trie le courrier à la poste. Le médecin généraliste va m'arrêter, mais si j'ai plus de kiné, si j'ai plus de soins, le médecin de la Sécu va dire retournez au travail. D'accord? Donc là, le patient, il ne comprend pas, il reprend son travail. Et là, on va lui dire vous êtes arrêté depuis X mois, donc vous allez aller voir le médecin du travail. Le médecin du travail, lui, il a un autre rôle, c'est que le médecin du travail, c'est le seul médecin qui connaît les conditions de travail du salarié, parce que c'est le seul médecin qui, de par son tiers-temps, puisque le médecin du travail doit passer un tiers de son temps dans l'entreprise auprès des salariés pour évaluer leurs conditions de travail et établir ce qu'on appelle la fiche d'entreprise. Une fois que ce médecin du travail a établi la fiche d'entreprise et connaît le poste du salarié, c'est le seul à pouvoir dire est-ce que l'état de santé de cette personne que je rencontre, de ce salarié, elle est compatible ou pas avec le travail que fait ce salarié, puisque je connais son poste. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas licencier quelqu'un maintenant pour inaptitude, tant qu'on n'a pas une fiche d'entreprise à jour, tant qu'on n'a pas fait une étude de poste et tant qu'il n'y a pas eu un échange avec l'employeur. Donc, c'est pas que ces médecins sont fous, c'est juste qu'ils ont un rôle différent les uns des autres. Voilà. Vous avez oublié le médecin conseil. Oui, c'était le médecin conseil dont je parlais, le médecin de la Sécu. Je dis médecin Sécu, c'était médecin conseil, excusez-moi. Je voulais juste compléter parce que j'entends dans la salle que l'inaptitude, c'est un souci pour des personnes. C'est pas un gros mot. L'inaptitude au poste ou à tous les postes, on la délivre pas de gaieté de cœur parce que c'est toujours un échec, mais de certains salariés qui sont d'ailleurs victimes de harcèlement ou de burn-out viennent nous la demander parce que c'est le seul moyen de partir de l'entreprise avec des indemnités et le chômage. Parce que le risque souvent des salariés, ils disent je vais démissionner, je vais quitter, mais je dis mais jamais de la vie. Surtout ne démissionnez pas. Surtout ne démissionnez pas. Donc souvent quand on fait une inaptitude, les gens ils prennent parce qu'ils ne sont plus du tout en état de retourner dans l'entreprise. Ils nous demandent. Mais on ne le fait jamais d'abord contre la volonté. C'est interdit. Le médecin du travail n'a pas le droit de mettre un salarié inapte sans sa volonté, sauf quand il y a un risque pour sa sécurité, par exemple quelqu'un qui est dangereux pour lui-même ou pour les autres, ou par exemple, je sais pas, moi une fois j'ai eu un glutier qui avait des vertiges de menhir mais insolubles, qui ne rêvait que d'une chose, c'est d'être dans sa grue là-haut, et qui voulait rester glutier, mais j'ai pas pu le laisser monter, parce que on s'est pas battu trop, mais ça m'a... J'ai pas pu faire autrement que de le mettre au poste de glutier, parce que sinon il allait se tuer. Donc il y a des cas où on le fait pour protéger la santé du salarié, mais la plupart du temps, jamais on met un salarié inapte s'il dit non, je ne veux pas. Jamais. On n'a pas le droit, je crois que c'est même... c'est dans les textes. Hein. Il faut qu'il y ait l'accord du salarié. Donc l'inaptitude, des fois, c'est une bonne chose. Bien, on va... Oui, alors allez-y, ce sera la dernière. J'ai une question pour les médecins du travail. Vous n'avez pas parlé de l'équipe pluri qui peut intervenir sur ces questions de souffrance au travail. Alors, sous quelles modalités vous les faites intervenir, notamment psychologue du travail ou ergonome, pour aller sur le terrain et aller investiguer les causes socio-organisationnelles qui pourraient être déterminantes dans la survenue de harcèlement ou burn-out. C'est vrai, je n'ai pas parlé de l'aspect de la prévention collective et de l'équipe pluridisciplinaire. À l'EPAL, c'est dans maintenant quasiment tous les services de santé au travail, on a effectivement des compétences d'ergonome, de psychologie du travail, qui ont plusieurs casquettes, on va dire. Une casquette où ils peuvent recevoir des gens individuels sur recommandation du médecin du travail,
pour des entretiens qui sont pas, c'est pas du soin, le psychologue du travail va pouvoir se mobiliser pour 1 à 3 entretiens individuels. Alors parfois ça suffit pour permettre à la personne d'opérer le changement qu'elle a besoin d'opérer, pour redonner de la confiance, pour lui permettre de réajuster, comme l'expliquait la psychologue, de se réajuster dans sa relation de travail, si c'est un problème relationnel avec une personne en particulier. Si effectivement le problème semble plus organisationnel, on a la possibilité de mobiliser une autre. Après, il y a aussi des cabinets externes, voilà, d'autres intervenants. Le médecin du travail intervient aussi dans la prévention collective dans les grandes entreprises en participant à ce qui était avant CHSCT. Il y a maintenant un comité RPS, un comité de pilotage qui s'occupe spécialement de ces questions. Normalement, le médecin du travail y participe. Dans les entreprises plus petites, on essaye de mobiliser aussi les employeurs sur la question des RPS. À l'IVALS, on a créé un outil de dépistage des risques psychosociaux pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc c'est un document qui permet à l'employeur de s'approprier ces risques et puis d'essayer de les identifier et ensuite de trouver des solutions. Donc ce guide est possiblement consultable sur le site internet de l'IVALS. Et ensuite, comme beaucoup de services, on a maintenant des ateliers de prévention collectifs qui, sur le thème des risques psychosociaux, peuvent permettre aux employeurs de venir, surtout pour les toutes petites entreprises, avoir un degré d'information et pouvoir intégrer ces risques dans leur vie. Alors bon, ils le font parfois par obligation et la réelle volonté de les mettre en œuvre est plus discutable. Et bon, ça permet, je pense, comme le disait la collègue avocate, que plus on en parle, plus l'information circule dans la population sur toutes ces questions-là, plus il y a une prise de conscience sociétale et plus aussi individuellement les personnes ne resteront plus seules, ils iront chercher de l'aide dans les associations, auprès des médecins du travail, auprès de toutes les personnes où on peut chercher de l'aide pour ne pas être seul. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension à la fois individuelle et collective. Ça concerne surtout la prévention. Parce que le malheur, c'est que effectivement, on a plein d'outils prévention des RPS, mais quand les gens sont touchés, moi je suis toujours assez démunie parce que aller dans l'entreprise, bon, je vais dans l'entreprise rencontrer l'employeur, mais c'est des fois tellement dégradé que j'y vais avec un bouclier et puis je me tiens parce qu'il est prêt. Enfin, c'est toujours une épreuve pour moi de dire à l'employeur, écoutez, ce salarié là, il est mal, tout à coup il se dévèle, je me prends les pires choses parce que il y a un contentieux, l'employeur est complètement hors de lui. Enfin, c'est très difficile quand la situation est extrême de défendre le salarié auprès de l'employeur. Très difficile, moi je ne sais pas comment, j'arrive pas. Donc on est toujours au bout du bout. Alors moi je les envoie chez le psychologue du travail, je les envoie chez Souffrance au travail 34, parce que ce qu'il faut dire, et c'est pour ça que je trouve que cette association elle fait un boulot extraordinaire, c'est que les services de santé au travail ont une lacune, c'est que, enfin une lacune, c'est pas une lacune, mais moi en tant que médecin du travail, j'ai trouvé un appui dans cette association, parce que le conseil juridique, hein, la récupération juridique de l'affaire, il n'y a personne qui va le faire pour le salarié. S'il veut se défendre, il faut qu'il mette déjà 80 € ou 100 € sur la table d'un avocat pour pouvoir au moins avoir l'information juridique. Mais excusez-moi, là, je me permets de rebondir parce que c'est quand même assez inquiétant ce que vous dites. Parce que ça veut dire que le médecin du travail, qui est normalement la porte d'entrée, qui fait le lien entre le salarié et l'employeur, finalement il est complètement démuni et c'est le salarié qui se retrouve à devoir se défendre seul avec. Enfin, moi c'est ça qui m'inquiète dans le propos. D'où l'intérêt effectivement de venir vers le CHSCT qui est élu par qui a un soutien syndical, et à ce moment-là effectivement avec ce soutien syndical il y a des possibilités où le salarié n'est pas obligé de financer quelque chose. Oui, mais là, on revient sur l'aspect médical. Il y a quand même un aspect médical qui est important à mettre en avant. Donc l'aspect médical, on parle de maladie, etc. Finalement, ce n'est pas une, c'est quand même inhérent
à l'entreprise. Et finalement, le médecin du travail, si j'entends bien, il n'a aucune marge de manœuvre pour dire à l'employeur que la marge de manœuvre, je l'ai expliqué tout à l'heure, la marge de manœuvre, c'est d'abord de protéger le salarié. Donc s'il est effectivement dans une situation difficile, de lui permettre de se reconstruire. Non, on n'écarte pas. Moi, je considère que je le protège parce que je l'accompagne pendant ce temps-là. Je ne lui fais pas forcément. Je lui permets de se reconstruire et de retrouver les forces pour arriver à savoir ce qu'il peut faire. Quand il revient vers moi dans un deuxième temps, parfois il a déjà tranché s'il veut se mobiliser et que je l'aide à retourner dans l'entreprise, ou si son souhait c'est plutôt d'en partir. Donc moi j'estime que mon rôle, c'est, s'il souhaite revenir dans l'entreprise, c'est d'essayer de l'accompagner, donc de voir avec lui qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le poste de travail pour que ça se passe mieux. Donc ensuite, la main elle est quand même aussi du côté de l'employeur. Donc je suis obligée d'aller demander à l'employeur s'il est d'accord pour changer ce qui ne va pas dans le poste de travail, pour pouvoir faire reprendre le salarié dans des conditions que je saurais non délétères pour lui. Donc la marge de manœuvre ne dépend pas que de nous, médecins du travail, elle dépend quand même aussi de la volonté de l'employeur d'aménager. Alors on peut mettre un peu la pression, alors la pression entre guillemets que je mets moi, comment sur les fiches, parce que la seule chose que je peux communiquer à l'employeur, puisqu'en étant tenu au secret médical, je ne dois rien dire de l'état de santé du salarié, ce que je peux faire, c'est, ce que je peux dire à l'employeur, c'est ce que je marque sur les fiches de visite. Donc c'est pour ça que c'est là où il faut que le médecin du travail s'engage, marque s'il faut revoir la charge de travail, s'il faut changer de N+1 par exemple, ou alors envisager revoir le mode managérial globalement, on ne peut pas le marquer. Faire une alerte RPS. Alors faire une alerte RPS, oui, bien sûr. Alors, laisser des traces, j'ai bien entendu ma collègue avocat qui insistait sur laisser des traces, bien sûr. Comment le médecin du travail peut-il laisser des traces? Sur les fiches de visite, en marquant les préconisations liées au RPS. Il peut laisser des traces en faisant une alerte effectivement à l'employeur, mais faire une alerte, bien sûr, mais on fait une alerte. S'il y a plusieurs cas dans l'entreprise, on peut faire une alerte non nominative. Mais un certain nombre de salariés ne souhaitent pas que l'on alerte à leur sujet en particulier parce qu'ils craignent que la situation va se dégrader encore plus. Donc là aussi, on est obligé de tenir compte. Vous venez dire qu'il y a un constat général sans donner de nom. Oui, mais alors là, bien sûr. Peut-être que ça permet à chaque maillon ensuite d'interagir. Mais oui, bien sûr qu'il faut s'engager. Dans les entreprises de plus de 50, on a le rapport annuel du médecin du travail qui peut aussi indiquer s'il y a des RPS, s'il y a des visites occasionnelles à la demande des salariés. L'indique, le reste c'est obligatoire, le nombre de visites et alerter sur les RPS, bien sûr. Mais il y a toujours cette... voilà, il y a le collectif, il y a l'individuel. À titre collectif et non nominatif, on peut toujours alerter. Bien sûr. Après, à titre individuel, il faut voir ce qui est dans l'intérêt de la personne. Est-ce que si on alerte, ça va l'exposer davantage? Voilà, quel est son intérêt? Excusez-moi, mais on est très en retard pour la dernière table ronde. Du coup...